L'explication est assez simple. Le Premier ministre n'avait plus confiance dans Yom Tov Khalfon, qui a toujours été les éléments les plus à droite de Yemina, qui, le jour de Yom Ha'atzmaut, est monté sur le mont du Temple, et donc, à un moment donné, le Premier ministre a craint que Yom Tov Khalfon vote contre la coalition. C'est vrai. Nous sommes en ligne avec Philippe Félilia. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes politologue et nous voulions avoir votre appréciation, on va dire, de ces derniers développements sur le plan politique autour de Naftali Bennett, autour du parti Yamina, avec l'annonce, il faut l'avouer, un peu étonnante et un peu cavalière, à 1 heure avant l'entrée du Shabbat, l'annonce de la démission de Matan Kahana du ministère des cultes, et puis donc le retour de Matan Kahana en tant que député de la Knesset, député Yamina, ce qui de facto, autour de cette fameuse loi norvégienne, pousse dehors le député francophone Yom Tov Khalfon. Quelle est, à votre avis, l'explication à cette manœuvre ? L'explication est assez simple. C'est que le Premier ministre n'avait plus confiance dans Yom Tov Khalfon, qui a toujours été les éléments les plus à droite de Yemina, qui, le jour de Yom Ha'atzmaut, est monté sur le mont du Temple, et donc, à un moment donné, le Premier ministre a craint Yom Tov Khalfon vote contre la coalition. C'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que au cours des dernières de cette semaine, par exemple, il s'est absenté plusieurs fois lors des votes. Donc voilà, c'était un problème de confiance, et donc il y a une manœuvre très élégante, c'est vrai. Matan Kahana démissionne du gouvernement pour retrouver son poste à la Knesset afin que Yom Tov Khalfon soit écarté. Et puis on suppose que dans la semaine, Matan Kahana retrouvera son siège de ministre. Il a en effet d'importantes réformes à mener, il tient à les mener. Donc on est dans cette situation qui illustre une fois de plus la fragilité de cette coalition. On a un peu l'impression que Naftali Bennett est un peu paranoïaque, parce que finalement Yom Tov Khalfon, on l'a vu, nous l'avons interviewé à de multiples reprises, on l'a vu beaucoup dans les médias israéliens, défendre bec et ongle le Premier ministre, défendre sa politique. Comment, sur la base de soupçons, on peut d'une certaine manière faire voler en éclats une sorte de coopération active de la part de Yom Tov Khalfon au gouvernement, à la coalition? C'est sans doute que le Premier ministre avait des informations que nous n'avons pas. Ce qui est vrai, on le sait d'ailleurs, Yom Tov Khalfon lui-même l'a raconté, c'est qu'il a été à de multiples reprises approché par Binyamin Netanyahou, qui lui a demandé de quitter la coalition, qui lui a fait des promesses. Peut-être que dans la situation nouvelle, qui est celle de la coalition depuis la démission de David Silman et depuis donc la perte de la majorité, peut-être que Yom Tov Khalfon, d'après le Premier ministre, était plus tenté qu'auparavant. Ce qui est vrai, c'est que sur le fond, Yom Tov Khalfon doit avoir des difficultés avec cette coalition sur nombre de sujets. Il est plus à droite que la politique gouvernementale menée. Cette semaine, il a dû avoir quand même un motif de satisfaction, puisque on sait qu'il y aura 4000 constructions nouvelles dans les territoires, ce qui correspond tout à fait à ce qu'il souhaite. Mais il y a aussi un autre élément, c'est qu'on sait que RAM, le parti islamo-conservateur, reste dans la coalition depuis mercredi, parce qu'il a passé un accord avec Yair Lapid et on ne connaît pas le contenu de cet accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple sur le mont du Temple, c'est peut-être ce que Yom Tov Khalfon craignait. Est-ce qu'il est possible, par exemple, que l'homme fort du gouvernement, on va dire, Mansour Abbas, ait exigé la tête de Yom Tov Khalfon à Naftali Bennett parce que Yom Tov Khalfon était monté sur le mont du Temple le jour de Yom Ha'atzmaut ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Je crois que c'est plutôt ce que je venais de dire, à savoir quelle est la nature de l'accord qu'a passé le parti RAM avec Yair Lapid. On ne le sait pas. Mais peut-être que Yom Tov Khalfon a craint un renforcement, par exemple, du pouvoir de la Jordanie et du Waqf de la Jordanie directement sur la gestion du mont du Temple. C'est ce genre de choses. Mais je pense que RAM n'était pas en mesure de demander la tête de quelqu'un, non.
Il y a une lettre qui a circulé ces derniers jours, ces 2-3 derniers jours, d'une lettre du rabbin Mazouz, qui est le leader de la communauté des originaires de Tunisie, qui était dirigé comme contre Yom Tov Khalfon, ou qui appelait Yom Tov Khalfon à quitter le gouvernement. Vous pensez que c'était un élément aussi qui a peut-être inquiété Naftali Bennett ? Peut-être, cela dit, je ne pense pas que Yom Tov Khalfon était sensible à ce genre de démarche. À mon avis, c'est des raisons plus profondes, et puis c'est le fait que le gouvernement ne peut se permettre de prendre aucun risque. Il suffit qu'un député l'abandonne pour que le gouvernement tombe. Et je pense qu'on est plutôt là dans ce qu'on appellera en France l'application du principe de précaution. Oui, alors tout de même, en un mois, ça commence à faire beaucoup au sein du parti Amina. Le parti Amina, c'est un parti de 7 députés qui, en fait, on en a 6, puisque maintenant Amichai Chikli est dissident. Mais en un mois, on a vu Idit Silman partir, on a vu Chikli être mis de côté, on voit Yom Tov Khalfon être poussé de manière peu cavalière, comme je le disais. Tout cela, ça donne le sentiment, et on va arriver au deuxième problème, c'est le Shimrit Meir, c'est que le Premier ministre, ne contrôle pas du tout son propre parti. Tout à fait. Ce qui est vrai, sur le fond, c'est que le parti Yemina était un parti de droite, et même auparavant plus à droite que le Likoud. Il entendait également porter la voix du sionisme religieux. Et en fait, se trouvant dans cette coalition dont le curseur se trouve plutôt au centre droit, un certain nombre de ses élus sont complètement désorientés. Et c'était le cas d'Edith Silman, et c'était le cas encore plus d'Amichai Chikli, et c'était peut-être aussi le cas de Yom Tov Khalfon, qui pourtant ne le montrait pas trop. Donc il y a un problème de fond chez ces députés. Et puis il y a le fait que Naftali Bennett n'est plus sur la ligne politique qu'il a incarnée pendant des années et des années. Lorsqu'il disait il n'y a pas besoin de s'excuser, il était sur une ligne ultranationaliste, sur une ligne favorable à l'annexion de la plus grande partie des territoires, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc à partir de là, entre son parti et lui, il y a une dissonance. Mais justement, j'en viens à la deuxième partie, la deuxième information qui est arrivée vendredi en début d'après-midi, c'est la démission de Shimrit Meir, qui était la principale conseillère politique de Naftali Bennett. Si je vais selon ce que vous dites, c'est-à-dire que Naftali Bennett allait vers le centre, eh bien on dit que les observateurs disent que c'est grâce à Shimrit Meir que Naftali Bennett s'est centralisé, si l'on peut dire, qu'il a commencé à parler d'un autre langage, qu'il a utilisé par exemple le terme de Cisjordanie au lieu de Judée-Samarie, et que c'est elle qui est responsable de ce recentrage, on va dire, de Naftali Bennett. Et donc sa démission, c'est une forme de désaveu envers celle qui avait opté pour cette ligne de rapprochement vers le centre. Oui, en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que cette conseillère était surtout conseillère pour les relations extérieures. Donc elle a surtout travaillé sur les relations avec la Jordanie, avec les Émirats arabes, avec l'Égypte, et elle s'apprêtait à préparer la venue du président Biden. Donc, mais on dit qu'elle avait un poids extrêmement important, et sans doute qu'elle a débordé sur la politique intérieure, et qu'elle a été dans le sens que vous indiquez. Ce qui est vrai aussi, c'est que au sein du cabinet, elle instaurait une sorte de déséquilibre dominant les autres conseillers. Donc, de leur point de vue, son départ n'est pas une mauvaise nouvelle. Donc, il y avait de la part de Naftali Bennett la nécessité de remettre de l'ordre dans son cabinet. Mais ça veut peut-être dire aussi, désormais, depuis la démission de Idit Silman, ils doivent plus se consacrer aux problèmes de politique intérieure qu'aux problèmes de politique extérieure, alors que jusqu'à présent, donc cette conseillère la tirait plutôt sur les problèmes de politique extérieure. Ça veut dire de la part de Naftali Bennett, c'est à la fois un signe envoyé, disons, à la droite, et puis surtout, dans les faits, un recentrage de sa position sur les problèmes de politique intérieure pour préserver ce qui reste de sa coalition, ce qui reste de son parti. Ça veut dire qu'on doit s'attendre à ce que Naftali Bennett bifurque à nouveau vers la droite, qu'il écoute plus ses conseillers qui sont les conseillers d'origine, ceux qui viennent de la droite nationaliste, qui l'ont accompagné dans sa carrière politique, et plus cela que, par exemple, l'aile centre, que Yair Lapid et d'autres composants de l'actuelle coalition. C'est ceux qui nous attendent de la part de Naftali Bennett aujourd'hui, à votre avis ? Oui, je crois. Et le meilleur signe de cela, c'est le fait que cette semaine, il y a eu cette approbation de la construction de 4 000 logements dans les territoires. Donc, y compris d'ailleurs dans des implantations qui sont très loin de la ligne verte. Donc, on va être dans une situation un petit peu schizophrénique, à savoir que du côté de Yair Lapid, qui est désormais l'interlocuteur privilégié du parti Ram, on va avoir plutôt des
plutôt des garanties données donc au parti RAM et peut-être à la gauche, et puis de la part de Naftali Bennett, on va avoir plutôt des garanties données à la droite et notamment à la droite de son parti. Alors, je vais vous poser une question. Je ne sais pas si nos auditeurs nous suivront quant à la question, mais est-ce que vous pensez qu'il y a derrière là cette fameuse manœuvre de savoir qui va devenir Premier ministre à partir du moment où le gouvernement va tomber? C'est-à-dire qu'on part du principe que le gouvernement va tomber, mais la question est de savoir qui le fera tomber. Si c'est un député du parti Yamina, eh bien c'est Yair Lapid qui deviendra Premier ministre pendant les 3 prochains mois qui suivront jusqu'aux élections. Et si c'est un député par exemple, de Raham, eh bien c'est Naftali Bennett qui restera. Est-ce que vous pensez que toute la classe politique tourne autour de cette manœuvre? Non, pas toute, mais il y a cette préoccupation parce qu'évidemment, Naftali Bennett préférerait, s'il doit tomber, rester chef du gouvernement de transition. Donc il y a cette préoccupation. Mais donc ça veut dire grosso modo, vous êtes en train de nous dire que en fait, toutes les manœuvres auxquelles on assiste, y compris cette manœuvre d'éviction de Yom Tov Khalfon, elle est destinée à consolider Yamina pour faire en sorte que ce soit Raham qui quitte le gouvernement. Non, je ne pense pas qu'ils veulent que Raham quitte le gouvernement. Naftali Bennett veut rester Premier ministre et ne veut pas que son gouvernement tombe, mais s'il doit tomber, il préférerait effectivement que ce soit un député hors de son parti qui provoque cette chute. Alors, une dernière question. On vous avait interrogé la semaine dernière avant le début de la session d'été. Cette session d'été, elle s'est finalement pas trop mal passée pour l'actuelle coalition gouvernementale qui a réussi à faire passer une majorité de voix. Et on remarque que finalement, il y a une sorte de bouée de sauvetage qui arrive inattendue. C'est que même le parti, la liste arabe unifiée, bien peut être une sorte de bouée de sauvetage pour l'actuelle coalition dans certains cas de figure. Ça peut permettre, à votre avis, à l'actuelle coalition de se maintenir jusqu'à la fin de la session d'été, comme apparemment c'est l'objectif aujourd'hui de Naftali Bennett? Alors ça dépend des votes. Si ce sont des motions de censure, comme la semaine dernière, lundi dernier, la liste arabe unifiée votera contre parce qu'elle ne veut pas que Binyamin Netanyahou devienne Premier ministre. En revanche, ils l'ont encore dit, c'est Ahmed Tibi qui l'a dit encore vendredi, si jamais il y a une motion de dissolution de la Knesset, ils la voteront. Donc il suffirait qu'il y ait un autre député qui vote également cette motion de dissolution pour qu'elle soit adoptée. Mais ce qu'on sait, c'est que le Likoud ne présentera pas de motion de dissolution s'il n'est pas certain d'avoir 61 voix, parce que s'il a passé 61 voix, il ne peut plus en déposer pendant 6 mois. Donc on est encore dans cette cuisine parlementaire un peu complexe, mais dont il faut retenir que tant qu'il n'y a pas 61 députés qui votent une motion de dissolution de la Knesset, le gouvernement reste en place. Eh bien, Philippe Velilia, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces derniers développements importants au sein de la coalition gouvernementale, une coalition qui est secouée, on le voit régulièrement par de mini-secousses telluriques sur le plan politique. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous les expliquer. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.